Limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, voilà le sujet qui réunit depuis cet après-midi les dirigeants du monde à New York, une rencontre à laquelle prend part le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Qui seront retenus pour représenter la presse à la haute autorité de la communication? Déjà 5 candidats sont en lice. En attendant, Mohamed Diarra nous dresse leur portrait. Suite des dossiers consacrés à la fête anniversaire de notre indépendance, aujourd'hui, Bourama Traoré nous parle des défis d'hier ou d'aujourd'hui de notre armée nationale. L'actualité nationale en 3 titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Le président de la République a pris part cet après-midi au sommet de l'ONU sur le climat. Il se tient à quelques heures de l'ouverture de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Les dirigeants du monde entendent agir pour atteindre l'objectif limité à 2 degrés le réchauffement climatique. Un accord international est attendu à Paris en 2015 à ce sujet. Envoyés spéciaux à New York, Ibrahim Traoré, Brahima Koulibaly et Dembawan. C'est un siège des Nations Unies entièrement rénové qui accueille à New York plus de 120 chefs d'État et de gouvernement pour leur rencontre annuelle. La voix du Mali est portée par le président de la République qui a pris part ce mardi à l'ouverture du sommet sur le climat. Les dirigeants du monde veulent donner un nouvel élan aux négociations internationales sur le réchauffement climatique. Le but est de galvaniser les énergies dans la perspective d'un grand accord international en 2015 à Paris. Le secrétaire général de l'ONU indique qu'il est temps d'agir pour parvenir à l'objectif recherché, à savoir limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement par rapport à l'ère industrielle. À sa suite, le président américain, très attendu, dira que l'accord sur le climat doit être ambitieux et flexible. Barack Obama a surtout insisté sur la lourde responsabilité de son pays et de la Chine. Ce sommet se tient à 24 heures de l'ouverture officielle de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La rencontre se déroulera autour de la thématique centrale, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Samedi prochain, le président de la République prononcera un discours à la tribune des Nations Unies devant ses pairs. Juste après, le chef de l'État co-présidera avec Ban Ki-moon une réunion spéciale de haut niveau sur le Mali. La réunion devrait aborder la situation sécuritaire au nord du pays et les pourparlers intermaliens qui se déroulent actuellement à Alger. Ibrahim Boubacar Keïta aura également plusieurs entretiens avec ses homologues et autres personnalités présents à New York. L'épouse du président de la République et ses sœurs d'Afrique présentes à New York ont renforcé leurs capacités en matière de santé de la femme et de la jeune fille en marge de la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Elles étaient réunies ce mardi en atelier sur initiative de la Fondation Ford. Une occasion pour Keïta Aminata Maïga et ses sœurs de faire un bilan des acquis, identifier les faiblesses et élaborer un plan d'action pour vaincre le VIH-Sida d'ici à 2030. Et pour cela, les premières dames peuvent jouer un double rôle au niveau local à travers l'engagement public et au niveau législatif à travers un plaidoyer de haut niveau. L'atelier a été suivi d'un déjeuner de travail. Nous ferons le point de cette activité dans nos prochaines éditions avec Ndeye Sissoko et Dembawan. Retour à l'actualité nationale, la cérémonie de remise de matériel par la Chine au gouvernement malien, c'était ce matin. Ces équipements médicaux pour la prévention de l'épidémie de la fièvre Ebola ont coûté aux partenaires plus de 9 millions de francs CFA. Rachel Tessougué, compte rendu. L'ambassade de Chine s'engage dans la prévention de l'épidémie de la fièvre Ebola. À cet effet, il offre 185 thermomètres à infrarouge au Mali. Le coût total de ce don s'élève à plus de 9 millions de francs CFA. Le contrôle est bien efficace. Mais je pense que tout le monde, la communauté internationale, y compris la Chine, doit mobiliser pour soutenir les pays concernés de bien prévenir cette épidémie. Ça est dans ce cadre que nous voulons témoigner notre soutien et notre amitié au gouvernement malien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie la Chine pour ce don précieux. Il promet que les agents de santé en feront bon usage. La maladie, c'est d'abord une fièvre. Et la fièvre, pour contrôler la fièvre, il faut un thermomètre.
Et ce type de thermomètre est le plus indiqué parce que la maladie dont il s'agit se contracte par contact direct. Le thermomètre à infrarouge qui ne touche pas le corps d'une personne et à une autre, ça mesure la température à distance. Et donc c'est un instrument bien indiqué pour ce type d'activité. Nous avons procédé à des prises de sang chaque fois que nous avons suspecté une maladie et toutes les analyses en laboratoire ont prouvé que tous les prélèvements ont été négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, le Mali n'a pas connu de cas de cette maladie. L'ambassadeur de la République populaire de Chine annonce que son pays va offrir très prochainement au Mali d'autres équipements d'une valeur de 400 millions de francs CFA pour la prévention de l'épidémie de la fièvre Ebola. Toujours dans le cadre du partenariat, le Mali et la Chine viennent de signer un mémorandum d'entente sur le secteur minier. Cet accord ouvre donc la voie aux investisseurs chinois dans le secteur des mines au Mali. Compte rendu, Cheikh Oumar Sangaré. En marge du Forum économique mondial tenu du 10 au 12 septembre 2014 en Chine, le ministre des Mines a entrepris plusieurs contacts de haut niveau. Objectif, attirer les investisseurs chinois dans le secteur des mines au Mali. Ces rencontres ont abouti à la signature d'un mémorandum d'entente. Mémorandum signé le lundi 15 septembre 2014 entre le docteur Boubou Cissé et son homologue chinois en charge du territoire et des ressources. Notre souhait le plus ardent, c'est que dans les 10 et 15 prochaines années à venir, le développement que connaîtra le secteur minier malien soit associé à la relation amicale que nous entretenons avec la Chine. La présente rencontre ainsi que la signature du mémorandum d'entente sont des événements importants dans le cadre de la visite du président IPK en Chine, et ce qui est aussi une opportunité importante pour nos deux ministres pour renforcer les échanges et la coopération. J'espère que, à travers de la rencontre d'aujourd'hui, nous pouvons renforcer davantage la coopération en matière de géologie et de mines. Les échanges géoscientifiques, la réalisation des cartes géologiques, géophysiques et géochimiques du Mali, le renforcement des capacités des structures techniques en charge du secteur et la promotion des investissements sont entre autres contenus du document ainsi signé. Les nouvelles autorités entendent œuvrer à la diversification et l'accroissement de la production minière pour un développement durable. On vous l'annonçait hier, mais aujourd'hui, en image, les organisations de la société civile malienne ont animé hier une conférence de presse. Au cours de cette rencontre, la société civile dit s'être opposée à toute idée de division du Mali. D'ailleurs, elle entend organiser une grande marche de soutien au gouvernement le jeudi 25 septembre prochain à Bamako. Reportage Boubacar Sissoko. Les organisations de la société civile malienne sortent de leurs réserves. Elles disent non à tout projet de division du Mali, encore moins à toute idée d'autonomie ou de fédération. On ne sera jamais d'accord pour que le Mali soit divisé. Pas de division, pas de l'indépendance à côté, pas d'autonomie, pas de fédéralisme. Le Mali est un indivisible. Ça, c'est l'appel que nous donnons à tous les Maliens. Il faut que la communauté internationale sache qu'il n'y a pas de demi-mesure. La société malienne ne veut pas une division. Toutes les confessions religieuses s'inscrivent dans la logique du Mali un et indivisible. Partout où il est question du Mali, de l'unité du Mali, du respect de l'intégrité territoriale du Mali, de la paix au Mali et de l'unité entre les Maliens ainsi que de la laïcité, l'Église catholique apportera son soutien. C'est Dieu seul qui détient, en tout cas, la solution à cette crise que nous vivons. S'il arrive vraiment que notre comportement n'est pas la volonté de Dieu, il faudrait que nous nous repentions. Les organisations de la société civile malienne réaffirment leur soutien au gouvernement du Mali dans sa quête de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la stabilité du pays. Moi, en tant que Malien, en tant qu'autorité traditionnelle du Mali, en tant que député de la nation malienne, en tant que premier responsable d'une organisation de la plateforme du Mali, je vous garantis que ma contribution ne fera jamais défaut. La contribution de tous ceux qui sont capables de m'aider à sauver l'unité nationale, à préserver au Mali son unité, sa paix, sa stabilité, je vous garantis que je le ferai. Les intervenants ont proposé que l'issue favorable de cette crise réside dans le dialogue inclusif. On fait une Mali
stable. On ne veut pas de séparation. C'est à cause de ça, on lance un appel pour tous les Maliens de sortir le jeudi pour supporter notre Mali. Ça va commencer au Grand Mairie jusqu'à Place Indépendance, Inch'Allah. Selon les initiateurs de la conférence, seul le Mali compte. Ils sont toujours prêts à se sacrifier afin qu'il demeure un pays de paix et de justice pour tous. Autre grand titre de cette édition, c'est demain que les 3 représentants de la presse à la haute autorité de la communication seront désignés à l'issue d'un vote à bulletin secret. Ils sont 5 candidats, dont une femme dans la course. Qui sont donc ces hommes et femmes et leurs profils? Mohamed Diarra est allé à leur rencontre. Suivez ces portraits groupés. Voici les 5 sprinters des organisations professionnelles des médias pour la haute autorité de la communication, l'AHAC. Parmi eux, 3 seront désignés par 38 délégués ce mercredi 24 septembre à l'issue du vote à bulletin secret. On note une candidature féminine, celle de Maïga Fatmata Maïga, porte-étendard du réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Elle est journaliste et réalisateur au quotidien national L'Essor depuis plus de 2 décennies. Ses aînés, Ibrahim Famara Koulibaly et Mahambe Touré, sont respectivement les candidats de l'UNAJOM et du GEPAC. Ils ont tous les 2 obtenu des diplômes de journalisme en France. Ibrahim Famara Koulibaly est l'homme de confiance de l'UNAJOM. C'est ainsi qu'il fut président de l'Union des journalistes d'Afrique de l'Ouest. Il est aussi promoteur du journal L'Orage. Le candidat de l'hôtel s'appelle Aliou Jim. Il est diplômé en sciences juridiques de l'ENA de Bamako. M. Jim a suivi plusieurs formations et stages au Mali et à l'extérieur. Le représentant du groupement patronal de la presse pour cette course est un vieux briscard. Il s'agit de Maman Amessissi, le directeur de publication du journal l'hebdomadaire satirique Le Scorpion. Il est titulaire d'un diplôme en administration publique de l'ENA de Bamako. La principale motivation de la haute autorité de la communication est de donner une haute image à la presse audiovisuelle malienne. Pour être tout à fait complet par rapport à ce sujet, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a l'honneur d'informer les associations professionnelles, l'ensemble des acteurs des corps de la presse et de la communication que les élections pour la désignation des représentants, donc des professionnels à la haute autorité de la communication seront organisées le mercredi 24 septembre 2014 au siège du Conseil supérieur de la communication sise au marché d'Ibida. Le vote est uninominal à un seul tour et à bulletin secret. L'ouverture du scrutin est prévue à 9h30 et la fermeture à 15h. Les membres du collège dûment désignés sont invités à se présenter au lieu du vote munis de la carte nationale d'identité ou de la carte nationale de presse ou de la carte professionnelle de presse. Et puis, à l'invitation du ministre de l'Industrie, du Commerce, des Investissements et de l'économie numérique du Royaume du Maroc, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, Mohamedou Kamara, à la tête d'une délégation, a effectué du 18 au 22 septembre une visite de travail à Rabat, à Casablanca. Il s'agit pour la partie malienne de s'imprégner de la riche expérience marocaine dans le domaine de l'économie numérique dans le cadre de l'élaboration du plan Mali numérique 2020. Le ministre Kamara, au cours de cette rencontre, a eu donc des échanges avec le directoire de Maroc Télécom, l'actionnaire majoritaire de la société Sotelma SA. Les 2 parties ont évoqué l'évolution du secteur des télécoms au Mali et en Afrique. Retour à l'actualité nationale. Hier 22 septembre, le Bureau national de l'Alliance pour la République, APR, est allé à la rencontre de ses militants dans le Mandé. La délégation, conduite par le président du parti, Oumar Ibrahim Touré, s'est d'abord rendue à Koursalé, puis à Kanadjigila, où il a été inauguré le siège de la sous-section du parti. Tous ont réitéré leur soutien au Bureau national de l'APR. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga. L'Alliance pour la République APR adoptée par le Mandé, vraisemblablement pour preuve, ici, entre l'APR et la population, c'est plus qu'un roman politique. APR est tonkouraye en fait Koursalé. APR côté Kofitini Amoulé Antoun, Balemako de Dou. Politique ko était ani APR c'est Balemako de ça quoi. C'est l'inauguration du siège. APR ici se porte très bien.
Une belle histoire qui a mobilisé du monde grâce au respect mutuel et la tenue des engagements pris. De Kanadjiguila à Koursalé, en passant par Farabana et Badougou Samalé, les partisans ont répondu à l'invitation du Bureau national de l'Alliance pour la République. Le parti se porte très bien dans le Mandé. Et c'est parce que ce parti-là se porte bien dans le Mandé que les populations nous ont appelés, nous ont invités. C'est vous dire tout simplement toute notre joie d'être parmi ces populations-là et d'être dans le Mali profond pour savoir exactement ce qui se passe. Et je crois que c'est le sens que nous donnons au combat politique que nous menons. Quoi de plus normal, Monsieur le Président? Ils l'ont dit et répété. C'est l'APR qui a répondu à l'appel à l'aide de ces femmes de Kanadjiguila et de cette population de Koursalé. En tout cas, tous les signes annonciateurs d'une solide implantation sont là, à l'APR d'en profiter. Activité politique toujours, une délégation du groupement des partis politiques pour la démocratie et la paix, conduite par son président Ismaël Sako, a effectué une visite de terrain à Djidjeni. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités du groupement. C'est ce que nous dit Moussa Fani dans ce reportage. C'est dans la mouvance de la commémoration du 22 septembre, la fête de l'indépendance de notre pays, que le groupement des partis politiques pour la démocratie et la paix GPP a fait sa rentrée politique à Djidjeni, cercle de Kolokani. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'actualité, comme les négociations à Alger et le développement de la commune rurale de Djidjeni. Nous avons saisi l'occasion du 22 septembre 2014 pour rencontrer les Maliens à Djidjeni, échanger avec eux, réanimer la fibre patriotique à l'occasion de cette fête nationale. Et en même temps, pour nous, c'était l'occasion idéale pour échanger avec les Maliens de Djidjeni sur les réalisations faites par le président de la République pendant les 1 an d'exercice de pouvoir. La population de Djidjeni sollicite les autorités pour que les questions d'emploi, les questions de formation des jeunes et des femmes soient au cœur du dispositif. L'initiative de cette rencontre a été saluée par la population de Djidjeni. Les responsables du groupement des partis politiques pour la démocratie et la paix ont invité les Maliens à l'unité nationale. Nous avons besoin que les Maliens tous se mobilisent derrière cette armée, derrière leurs autorités et leur président de la République, en accompagnant le gouvernement pour que les actions promises, on puisse les entreprendre ensemble dans un esprit de sursaut national. Le groupement des partis politiques pour la démocratie et la paix regroupe 5 formations politiques qui sont aussi signataires de la convention des partis de la majorité présidentielle. Nous arrivons au dossier consacré à la fête du 22 septembre. L'armée est issue du peuple et elle est au service de ce dernier. Ces propos sont du général Abdoulaye Soumaré, premier chef d'état-major général des armées. Créé officiellement le 1er octobre 1960, notre armée nationale menait avec efficacité sa mission régalienne de défense nationale et de protection des populations, non pas sans difficulté, au nombre desquelles l'insuffisance d'effectifs et d'équipements, des difficultés qui restent aujourd'hui d'actualité. Retour sur les défis d'hier et d'aujourd'hui de l'armée malienne dans ce dossier signé Brahma Traoré, Brahima Koulibaly. L'armée malienne a soufflé en janvier dernier ses 53 bougies. Un parcours d'un demi-siècle marqué par des moments de gloire et de difficultés, mais toujours avec une mission qui n'a pas changé dans son libellé, la défense de l'intégrité territoriale. D'assurer la défense contre l'ennemi sous toutes ses formes et d'assurer la cohésion nationale, d'être garant de la cohésion nationale. À l'époque, c'était naturellement des indépendances de partout en Afrique et de par le monde. Donc l'adversaire était plutôt l'adversaire classique parce que c'était surtout des problèmes de territorialité, de non-reconnaissance de limites de frontières qui entraînaient les pays donc dans des conflits souvent très très fratricides. Et notre armée, dans le cadre de la mission qui lui était assignée, donc agissait dans ce cadre classique de la garantie, n'est-ce pas, de l'intégrité territoriale. Juste après sa création en 1960, l'armée malienne avait comme premier défi l'insuffisance d'effectifs. 1300 soldats selon certaines sources, 3000 selon d'autres avec une précision de taille. L'armée malienne au départ n'avait que 3000 hommes. Donc en tout, il y avait à peu près 12 000 Maliens
qui étaient sous le drapeau français. Il fallait choisir un nombre restreint. En janvier 1963, qui était de 3200 hommes. On tend toujours vers l'idéal. L'idéal étant ce que le militaire prévoit pour être dans la plénitude de ses capacités à remplir la mission, et le réel étant ce que le pays peut lui offrir. Donc les problèmes d'effectifs constituaient un lourd défi. Le second grand défi de l'armée malienne à l'époque était le manque d'équipement. Elle utilisait des armes de fabrication égyptienne, souvent inadaptées. Les premiers fusils de l'armée malienne étaient des fusils Hakim de conception égyptienne. Il y avait trop d'incidents de tir. Il y avait des véhicules soviétiques, des AMX, c'est-à-dire des blindés découverts. 53 ans après, ces défis restent-ils toujours d'actualité? La réponse est affirmative, comme illustre éloquemment le contexte sécuritaire actuel du pays. Les conséquences aujourd'hui, c'est que la nation malienne est en danger dans sa cohésion. Le territoire malien est en danger dans son intégrité. C'est dire que notre outil de défense doit être adapté aux nouvelles menaces, à la fois transnationales et internationales. Ceci nécessite une réforme en profondeur déjà bien engagée. En matière d'adaptation, n'est-ce pas, à cette menace-là, il va de soi, n'est-ce pas, que nous revoyons non seulement les effectifs, nous revoyons l'équipement, nous revoyons également la formation. C'est ce qu'on dit très souvent. Nous essayons, n'est-ce pas, de bâtir une armée aujourd'hui de nos besoins. Il faut sauvegarder l'intégrité territoriale, il faut sauvegarder la cohésion nationale, il faut défendre l'économie nationale. On n'a pas à se voiler la face. Il faut aujourd'hui faire des critiques. Il faut reprendre. Sinon, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les défis de l'heure ne doivent pas occulter les moments de gloire. Au double plan opérationnel et logistique, l'armée malienne avait de quoi être fière. Les MiG 16, 17, 21 et 32, je crois, étaient déjà au Mali, tandis que ce même type d'avion, même si ça ne s'appelle pas MiG, mais avec les mêmes performances, n'équipait pas encore, n'est-ce pas, certains pays, même européens. Donc, même du point de vue de l'artillerie, le Mali était doté, et nous le sommes encore, n'est-ce pas, de BM-21, ce qu'ils appellent les lance-roquettes multiples. Ça, c'est des armements qui ont équipé certaines armées européennes seulement dans les années 90. Or, le Mali en disposait déjà dans les années 68 à 70. C'était une armée aussi bien entraînée. Comment restaurer alors cette image positive de l'armée malienne? Certainement par le travail, encore le travail. Ce message de félicitations du secrétaire d'État américain John Kerry au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion donc de la fête d'indépendance du Mali. Message ainsi libellé au nom du président Obama et du peuple des États-Unis d'Amérique. J'adresse nos meilleurs vœux au peuple du Mali au moment où vous célébrez votre fête d'indépendance le 22 septembre. Les États-Unis félicitent le peuple malien pour le retour pacifique de la démocratie et l'appui au processus de paix et de réconciliation en cours. S'appuyant sur les progrès de l'année écoulée, nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est offerte de continuer à travailler avec le président Keïta dans ses efforts de promotion de la réconciliation nationale, de renforcement des institutions démocratiques du Mali et de réforme du secteur de la sécurité. À l'occasion donc du 54e anniversaire de votre indépendance, les États-Unis se tiennent aux côtés de tous les Maliens au moment où vous travaillez en vue de parvenir à un accord de paix durable, de la réconciliation nationale. Retour à l'actualité politique encore, les jeunes de l'UMRDA face au Djigui et les militants du parti ne sont pas restés en marge de cette fête nationale puisqu'ils ont organisé une conférence de presse pour rappeler les actes et la vision des pères fondateurs de la République. Compte rendu, Lamine Keïta. Le conférencier a commencé par un rappel historique des événements de 1960. Les leaders de l'époque plaçaient les intérêts du Mali avant tout. La jeunesse actuelle peut et doit se référer à ces modèles pour ne pas perdre les repères. L'expérience que les jeunes peuvent tirer, c'est que quand des hommes et des femmes sont engagés avec un seul objectif qui s'appelle le Mali, les choses extraordinaires peuvent être réalisées. Mais lorsque les gens commencent à être dans une sorte de dynamique individuelle, où les gens ne pensent qu'à leur intérêt, ce qui est arrivé en 2012 ne pouvait qu'arriver. Pour le second conférencier,
La jeunesse malienne doit avoir un nouvel état d'esprit en s'inspirant des œuvres des pères fondateurs de l'État du Mali. On a parlé de la présence du Mali sur la scène internationale. Combien de conflits ont été réglés au Mali? Modibo a désamorcé une grande crise de la sous-région du Sahara ici au Mali. C'était quoi? C'était par sa présence, par la légitimité qu'il incarnait, parce que sa parole à l'époque comptait beaucoup. Et la parole politique aujourd'hui, malheureusement, ne signifie pas grand-chose. Et c'est ça, les jeunes sont interpellés aujourd'hui à suivre cet exemple-là. L'orateur conclut en faisant remarquer que les jeunes du Mali doivent se tenir debout pour relever les défis multiformes auxquels le pays est confronté. L'atelier de peinture Tim Art abrite une exposition dans le cadre de la célébration du 22 septembre 2014. Les 5 artistes plasticiens ont choisi le thème « Indépendance, je me libère et j'évolue ». Une manière pour ces créateurs d'œuvres de jeter un regard critique sur les 54 ans du Mali indépendant. Reportage Cheikh Oumar Sangaré. La kora résonne sous l'hymne national du Mali. Le temps est ainsi donné pour le vernissage de l'exposition. Exposition qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Ils sont 5 jeunes artistes plasticiens exposant 25 tableaux sur le thème « Indépendance, je me libère et j'évolue ». On s'est inspiré un peu du problème du Mali, de la manière dont les choses vont et viennent et reviennent de la même manière, et qu'on voit que les choses ne changent pas, en avance d'un pas et on recule toujours de 2 pas. Donc on s'est dit probablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a essayé de voir un peu ce qu'on a remarqué, parce qu'on ne peut pas tout voir. On a un peu ce qu'on a essayé de comprendre, de voir, on a essayé d'expliquer. Les œuvres parlent entre autres du développement, de l'esclavage, de la rébellion et de l'amour de la patrie. Je me suis dit que si on voit que ça ne va pas entre nous, c'est qu'on ne s'aime pas d'abord. Il faut qu'on cherche à s'aimer. Et si on ne s'aime pas, c'est qu'il y a un truc qui nous empêche de nous aimer entre nous. Et ce truc, c'est le pouvoir. Donc je me suis dit que le jour où le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, ce jour-là, le Mali connaîtra la paix. Ces jeunes artistes, tous de l'atelier Tim Art, qui a d'ailleurs servi de cadre pour l'exposition, ont essentiellement travaillé sur la technique de la peinture. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à la peinture comme moyen d'expression. En témoigne leur présence massive à ces vernissages. Sur un tout autre plan, à Kidal, certaines ONG tentent tant bien que mal de subvenir aux besoins des personnes vulnérables. Parmi ces ONG, Emergency and Development Aid Relief, l'organisation vient de procéder à la distribution de kits non alimentaires fournis par le HCR. Magamfi Konaté a fait le déplacement de Kidal. Voici son compte rendu. Jean-Yves Bonzi est le chef de l'ONG International Emergency and Development Aid. Aujourd'hui, il supervise la distribution de kits non alimentaires aux populations déplacées de Kidal. Jean-Yves est sous pression. Sa tâche n'est pas facile car les déplacés sont pressés. C'est bientôt le soir et les gens attendent, les bénéficiaires attendent. Et nous n'avons pas beaucoup de temps, alors il faut accélérer pour que nous puissions quand même satisfaire ceux qui en ont besoin. Grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, avec un don du gouvernement du Japon, 1200 ménages recevront un kit de survie sur un total de 2400 ménages recensés. Les bénéficiaires ont été préalablement sélectionnés par les volontaires de l'ONG IEDA Relief. Les premiers sur la liste sont les plus heureux. La ville de Kidal accueille plus de 10 000 déplacés répartis entre près de 2400 ménages. Oui, enfin. Depuis que le problème là, je n'ai rien trouvé. Il n'y en aura jamais assez pour tout le monde. Et notre rôle, en fait, c'est d'identifier les plus vulnérables et de faire la distribution, justement, à ceux-ci. En attendant d'autres généreux donateurs, l'ONG IEDA Relief continue de recenser les personnes vulnérables touchées par la crise. Elle couvre 3 sites, Kidal-Ville, Anefis et Aguelhok. Lancement du programme d'appui aux organisations de la société civile, cette deuxième phase permettra de renforcer les capacités des membres des organisations de la société civile tout en mettant à leur disposition un fonds d'appui conséquent. Compte rendu, Fatoumata Kone.
Au centre de cette rencontre, la mise à disposition d'un fonds commun pour les activités des organisations de la société civile. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOSEC phase 2. Cette deuxième phase est axée sur 2 volets. Il s'agit de l'appel à proposition et l'appel à manifestation. Il est destiné au renforcement des capacités des organisations de la société civile, tous niveaux confondus dans le district de Bamako. Il sera mis en œuvre également au niveau de toutes les régions sur les mêmes thématiques que sont la gestion organisationnelle, la gestion institutionnelle, la mise en œuvre des activités de développement, le suivi des politiques, des plans, programmes de développement et le contrôle citoyen de l'action publique. La deuxième phase du PAOSEC 2 concerne les 8 régions du Mali. Elle permettra certainement de former 621 membres de la société civile. Ce renforcement, conduit par des consultants nationaux, portera sur divers domaines de la gestion des organisations et des activités, afin que les bénéficiaires puissent mieux gérer le développement de leurs organisations et maîtriser leurs activités. La rencontre de Bamako a regroupé les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et l'État. L'Institut de formation et de recherche démographique tient la 36e session de son conseil d'administration. Au menu de cette rencontre, l'examen et l'adoption des textes organiques de l'Institut et l'élaboration des nouvelles stratégies de mobilisation des ressources financières. Compte rendu, Abdrahman Maïga. Placée sous le signe du renouveau, cette 36e session du conseil d'administration a à son ordre du jour des sujets d'une importance capitale pour l'avenir de l'Institut de formation et de recherche démographique, IFOR. Il s'agit de l'examen et l'adoption des textes organiques de l'Institut et l'élaboration de nouvelles stratégies pour rendre efficaces ses activités. Notre institution commune se porte de mieux en mieux, mais elle a encore besoin de plus de sérénité pour son fonctionnement. Et l'une des voies pour atteindre celle-ci est la mise à sa disposition de ces nouveaux outils de gestion. Cette structure, qui a vu le jour en 1971 suite à une recommandation du Conseil des ministres de la Commission économique pour l'Afrique, regroupe 23 pays en voie de développement. Elle s'occupe de la formation des étudiants des pays membres dans les domaines des sciences sociales. Le Mali a sollicité et obtenu un appui technique de l'IFOR pour la valorisation des données de son dernier recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2009. Je dois vous dire que cet appui technique a été fort apprécié. Il nous a permis d'améliorer nos connaissances relatives à certaines variables démographiques du pays pour mieux les infléchir. Pour permettre à l'Institut de formation et de recherche démographique de poursuivre ses engagements et d'atteindre ses objectifs, les administrateurs à cette 3e rencontre de Bamako vont formuler plusieurs recommandations, dont les plus importantes seront certainement celles relatives à une plus grande mobilisation des ressources financières, surtout quand on sait qu'après le retrait des Nations Unies, la structure connaît des difficultés relatives au financement de ses activités. La mission conduite par une délégation de la Banque mondiale et de la Madère s'est rendue en Pesoba, Bla, Kimprana et Siribala dans la zone office du Niger. En Pesoba et Kimprana, le système d'électrification hybride est adapté. Les villages de Bla et Siribala n'utilisent que le système thermique qui coûte cher. Des solutions hybrides sont envisageables afin d'étendre les réseaux électriques. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Aliou Touré. Financée par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas jusqu'à hauteur de 60% et 40% par la Fondation rurale Énergie Service des Pays-Bas, la centrale hybride de Kemparana compte 227 abonnés avec un taux de paiement de 41%. Celle de Pesoba compte 234 panneaux solaires avec autant d'abonnés. Si le système de centrale d'électrification rurale hybride est souhaité par le gouvernement avec l'implication des partenaires jusqu'à présent, des difficultés persistent à Bla et à Siribala dans l'office du Niger qui sont uniquement thermiques. Plusieurs pistes de solutions. Donc, la première, c'est rapidement d'augmenter la capacité thermique, ça c'est dans l'urgence. Donc pour pouvoir servir la population. Mais pour assurer une certaine durabilité, donc il faut adjoindre à cette centrale, cette centrale thermique de Siribala, une centrale solaire. Donc ce qui permettrait de réduire la consommation de gasoil au niveau de cette centrale-là. La centrale diesel de Bla consomme chaque mois 16 000 litres de foule, fonctionne de 9h à 14h et de 18h à 1h du matin.
Celle de Siribala, mise en service en 2009 pour un coût de plus de 330 millions de francs CFA, a été financée par la Madère et la société Kamaessa. Les difficultés sont entre autres le coût élevé des dépenses de production, les demandes croissantes non satisfaites des clients. La solution, c'est de trouver très vite des solutions alternatives en mixant les ressources. L'alternative la plus évidente, et c'est ce qu'on a vu au cours de cette mission, c'est que l'hybridation avec une partie thermique et une partie solaire en photovoltaïque, c'est la solution qui permet de couvrir une bonne partie de la demande et de proposer aux populations un tarif acceptable. D'après les experts, les centrales thermiques sont des solutions urgentes pour l'électrification rurale. Seul le système hybride peut faciliter le développement socio-économique de nos communes éloignées qui difficilement ont accès à l'énergie conventionnelle. Direction à présent la Mecque, Hajj 2014 à Médine. Quelles sont les conditions d'hébergement et de restauration des pèlerins maliens de la filière gouvernementale? Pour en savoir davantage, nos envoyés spéciaux Moussa Henri Maïga, Soumaïla Ouedraogo et Modibo Fofana ont rencontré les pèlerins. Suivez les reportages. Ça fait un total de 1026 pèlerins. À cela, il faut ajouter la mission progresseur qui est arrivée avec 5 éléments. Concernant les lieux de culte, là c'est vraiment une bonne position. Pour le moment, à partir de Médine, quand même, nous on n'a pas eu de problème. Vraiment, on est très ravis. C'est idéal. La distance entre l'hôtel et puis la mosquée, j'avoue qu'ils ont mis le paquet. Nous sommes pratiquement à 10 minutes de la mosquée. Je vais à la mosquée. La mosquée, c'est pas loin? Non, c'est pas loin. C'est une petite trotte d'1 kilomètre, c'est bien aussi pour les jambes. L'hôtel c'est bien. L'hôtel n'est pas loin aussi de la mosquée. On ne se plaît pas du tout, et on se sent à l'aise, on se lève comme on veut, on va à la mosquée à n'importe quelle heure qu'on veut. Donc c'est l'essentiel. On est vraiment satisfait. Je viens de la prière à la grande mosquée du prophète paix et salut sur lui. C'est un immense bonheur que je ressens. Et n'oubliez pas, le prophète Mohammed paix et salut sur lui disait à chaque fois, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux parmi vous. La grande mosquée là, on s'appelle ça Haram. C'est pas loin des mosquées quoi. À Haram, c'est pas loin. À peu près 250 mètres, et même pas 300 mètres. Voilà, bon Hajj donc 2014. La directrice nationale des domaines et du cadastre invite les usagers détenteurs de contrats de bail ou concession, bail avec promesse de vente et bail amphithéotique à venir s'acquitter des redevances d'arriérés de baux auprès de la direction des domaines et du cadastre du district de Bamako dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, l'administration entreprendra des procédures relatives à l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, en l'occurrence les pénalités, le retrait de l'immeuble, la position de scellé sur l'immeuble. Les listes seront publiées dans les journaux, donc l'Essor, l'Indépendant et les Échos. La médiathèque de Médina-Koura a abrité vendredi dernier une causerie débat animée par la députée belge d'origine malienne Fatoumata Fati Sidibé. Auteur, poète, artiste, peintre, cette femme de culture a mis à profit son séjour au Mali pour présenter son livre intitulé « Les masques parlent ». Aussi, quand les masques parlent, c'est pas facile. Une œuvre poétique écrite avec lyrisme qui met l'accent sur toute la valeur de ce pan de la culture. Modibo Soirée, compte rendu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique mise en place par la Galerie Médina pour faciliter les échanges entre acteurs culturels dans sa diversité et le public. Les rencontres de la Médina, c'est pour donner la possibilité aux Maliens de mieux connaître une des valeurs du Mali qui vit au dehors du Mali, qui n'est pas connue chez elle. Et en plus, on a la chance qu'elle soit politique, artiste, peintre, écrivain, intellectuel. Le temps d'une visite familiale à Bamako, notre compatriote et non moins député du Parlement bruxellois et femme de culture Fatoumata Fati Sidibé était justement l'hôte de la Médina pour parler de son livre intitulé « Les masques parlent aussi ». J'ai voulu à la fois faire un mariage assez subtil entre l'art et la poésie. Et pour moi, c'était important de faire un livre, un beau livre d'art, de montrer que l'artiste peut laisser des traces. Cet ouvrage d'art de 176 pages est un voyage à la rencontre de l'art visuel et de la poésie. Dans ce catalogue, l'auteur magnifie le masque, un objet qui exprime les émotions, les sensations et les sentiments les plus divers auxquels il donne un sens pathétique. Les masques m'ont choisi.
Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à peindre par hasard. J'ai pris une feuille de papier, un crayon et j'ai commencé à dessiner. C'était un masque. Et depuis lors, je peins des masques. Ce sont les masques qui m'inspirent, qui me parlent. La rencontre a été marquée par une causerie débat animée par l'invité du jour et 2 membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur le parcours politique et socio-culturel de Fatoumata, ses œuvres, bref, ses ambitions pour son pays d'origine, le Mali. C'est une femme complète, intellectuelle, politicienne, écrivaine, peintre, etc. Mais au-delà de ça, je crois que je vois surtout qu'il y a une diaspora malienne qui pense au Mali et qui est fière d'être de ce pays, une diaspora qui est à encourager. Au-delà de la femme politique intellectuelle, c'était aussi vraiment une femme auteure et artiste. C'est une joie, surtout de la découvrir que c'est une Malienne de la diaspora, et je m'en réjouis et c'est un moment de fierté. L'assistance a été également émerveillée par une série de déclamations poétiques d'extraits d'œuvres littéraires de la députée belge. Moment de voyage certes, mais surtout d'émotions transmises par cette œuvre dans laquelle, selon un lecteur que je cite, « En ouvrant ce livre, on ne sait dire lequel du masque ou du poème donne vie à l'autre. » Tout à fait. L'agence Pacte Afrique et la MINUSMA viennent d'organiser un concert géant sur l'esplanade du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la paix, avait réuni une pléiade d'artistes maliens et de la sous-région. Le thème choisi cette année pour commémorer la journée est le droit des peuples à la paix. Retour sur les temps forts de ce show de plus de 4 heures en son et lumière avec Modibo Soirée. Ce concert gratuit dédié à la paix marque le démarrage des nuits festives de la 10e édition du Festival international de musique au Mali, dénommé Tamani d'Or. Ce show est l'une des innovations majeures du festival en partenariat cette année avec la MINUSMA pour commémorer la journée internationale de la paix dont le thème choisi par les Nations Unies, le droit des peuples à la paix. Cette journée est également l'occasion de rendre hommage à toutes les personnes qui s'investissent au quotidien pour aider le Mali à revivre ensemble, à revivre soudé, à revivre comme une nation unie et une grande nation. Je pense plus particulièrement à celles et ceux qui servent les valeurs des Nations Unies, parfois en péril de leur vie. Le maître mot de ce concert géant était donc la paix, rien que la paix au Mali. Un mot et un slogan prôné tout au long de la soirée par les artistes et groupes musicaux retenus pour la manifestation. Rencontre de toutes les musiques de notre pays, ce spectacle magnifie avant tout le brassage culturel. Ils étaient tous là, des artistes du Nord comme du Sud, pour chanter et danser dans une parfaite communion en guise de contribution à la promotion de cette paix tant recherchée, mais aussi de l'union et de la concorde nationale au Mali. Lorsqu'on parle de paix, on ne va jamais hésiter, on va participer parce que nous savons ce que nous avons vécu dans le temps et nous savons ce qui est en train de se passer en ce moment pour le Nord, pour nos parents. Je chantais des chansons qui sont dédiées à la paix. On n'a qu'à se réconcilier. Nous tous, on va se donner la main pour être ensemble, pour être un seul Mali. Un des moments forts de ce concert était sans doute le message porté par le collectif Plus Jamais Ça, un mouvement qui œuvre pour la bonne gouvernance et la paix au Mali, une séquence marquée par des lâchers de colombes. La musique étant donc un vecteur de communication, nous pouvons dire qu'à travers ce concert, l'équipe de Tamani d'Or, la MINUSMA et leurs partenaires contribuent ainsi à la promotion d'une paix définitive au Mali. Culture toujours, ce week-end a été marqué à Bamako par la célébration de la 6e édition de la Nuit du Mali, une soirée placée sous les signes de la paix et de la réconciliation nationale. L'événement est organisé par l'association SIDAFOOT. À travers cette soirée, les organisateurs entendent magnifier le Mali dans sa diversité culturelle. Des prestations d'artistes de renommée internationale et une tombola ont été les temps forts de cet événement. Mohamed Oudmamouni, compte rendu.
Ils étaient plusieurs milliers de personnes à répondre à l'appel de l'association SIDAFOOT pour la nuit du Mali. Cette 6e édition est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Selon Bouba Fane, le président de l'association SIDAFOOT, cette initiative vise non seulement à célébrer la fête de l'indépendance du Mali, mais aussi soutenir les autorités et le peuple malien pour le retour définitif de la paix et la réconciliation des cœurs. Des principes que partage ce beau public. Et pour le tenir en haleine, les organisateurs n'ont pas lésiné sur les moyens. Une pléiade d'artistes maliens et étrangers se sont succédés sur la scène. On peut retenir entre autres Aïra Arbi, Master Sumi, Ibawan, le collectif Fakele Mbakele. L'artiste tant attendu par le public était Monsieur Tombola, venu spécialement de la France pour cet événement. Tous ont véhiculé des messages de paix et de la réconciliation. Les organisateurs ont également récompensé des jeunes qui ont excellé dans leur domaine de compétences à travers la remise des attestations de reconnaissance. C'est la fin donc de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré et j'aurai le grand plaisir, s'il plaît à Dieu, de vous retrouver pour celle du soir. Vous pourrez revoir ces informations sur notre site www.ortm.ml. Mais ne quittez surtout pas, dans quelques instants, Maurice Soumano sera là pour le spécial Sambé Sambé. 22 septembre oblige les couleurs du Mali. Tout de suite avec Maurice Soumano. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.